globale, c'est-à-dire vous voulez 3 réponses ou vous en voulez qu'une de la part d'une personne. C'est un verre que tu viens de remplir, ça? Celui-ci ou c'est un ancien? Non, un ancien. C'est encore un verre? Il est là-bas, regarde. Tu le prends, il met un peu d'eau dedans, comme ça il souffle les deux. Non, ça me va pas du tout là. Enfin, bon, c'est pas Pas grave. grave. Les quatre, on a mis deux. Ouais, ça me va pas, il est pas au milieu, c'est ça. mignon. Voilà. Comme ça. Voilà, tu montres bien que tu les as mis comme ça. On laisse quand même une bouteille d'eau. On va leur laisser là au cas où j'ai besoin. Allez, c'est bon. Je vous ai mis là en fait. D'accord, là. Vous avez mis ici plutôt. Monsieur Juppé là, Monsieur Attali. Juppé ici à côté. Ça va? Vous avez communiqué les questions aux intervenants à l'avance. Ils ont les questions. Ils ont oui. les questions. Ils ont les questions. Vaut mieux s'en détacher un peu. Vous faites ce que vous voulez. Alors avec moi, ah oui, oui. Pour la qualité du débat. Vous faites ce que vous voulez. En termes de questions, si vous voulez poser une autre question, vous la posez. Voilà. De toute façon, plus il y a de bordel, plus je suis content. Et vous avez le droit de suite. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas content de la réponse, vous le reprécisez. Hein, ça donnera plus de vivacité. Mais sentez-vous très très libre. D'accord? Pareil, vous posez votre question, soit vous l'adressez à l'une des personnes ou aux trois, comme vous voulez. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous avez le droit de suite. Hein, on fait tout à fait autre chose. Que ça soit beaucoup plus vivant et vous ayez. Hein, vous adressez à Juppé, vous posez une question, vous n'êtes pas content, vous dites mais. Voilà. Hein, et après, on passera à la période dans la salle, on va être là jusqu'à 18h50, 18h55. On a un peu de temps. D'accord? Mais avant, je pose une question à chacun et après, c'est à vous. D'accord? On peut y aller? On peut y aller. Ah. Un micro supplémentaire. Oui, il arrive. Ils ont un micro pour 4. Là, Monsieur Attali, Monsieur Juppé. Ils sont les deux ici. Monsieur Juppé là. Il y a un micro à chaque monsieur. Il y a un filaire ici. On le met là. Donc il m'en manque, c'est bon? Non, ça y est. Très bien, je vais vous demander de regagner vos places et je vais ainsi solliciter l'entrée de nos invités. Mesdames, Messieurs, si vous pouvez... Merci de vous installer. Nous allons reprendre le thème général de cette Cité de la Réussite. Qu'est-ce que gouverner au XXIe siècle? Alors, on va essayer d'être précis, pas forcément de donner une définition, mais quand même, est-ce que gouverner, c'est choisir, c'est prévoir, c'est être au-dessus, c'est-à-dire d'avoir une sorte de vision non liée à un consensus ou à une pression de lobby? Est-ce que c'est suivre l'opinion? On parle beaucoup de démocratie cathodique ou de démocratie médiatique. Est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'il faut faire ça toute sa vie? Est-ce que c'est une militance? Est-ce que c'est composer? Est-ce que c'est renoncer? Est-ce que c'est reculer? Est-ce que c'est imposer? Le Premier ministre a déjà, d'une certaine manière, évoqué ces différentes choses et je crois que Mme Royal, comme M. Sarkozy en ont parlé ce matin ou hier, ou les différents intervenants dans les différents ateliers. J'évoquerai aussi avec mes invités, puisque certains ont une activité vers l'international, la notion même de gouvernance nationale ou internationale ou mondiale, la gouvernance des partis, des lobbies. Est-ce qu'il y a une gouvernance d'entreprise et une gouvernance de politique? On essaiera d'évoquer l'éthique, la déontologie dans ce terme de gouvernance. Voilà, tout un tas de choses. La règle, elle est très ouverte, comme vous l'avez pu en profiter jusque-là. Je vais demander à chacun des étudiants et étudiantes qui sont autour de moi de poser une question
aux invités qui veulent d'exercer aussi leur droit de suite. Je crois que c'est quelquefois intéressant quand on n'est pas satisfait d'une réponse de pouvoir surenchérir. Et puis chacun va pouvoir donc répondre. On est là jusqu'à 19 heures ensemble. Merci de participer à cette Cité de la Réussite. Les trois invités que je vais vous présenter, donc en raison de l'absence de M. Strauss-Kahn, sont d'abord M. Ezra Suleiman, il est professeur d'université à Princeton, mais également à l'IEP de Paris. M. Jacques Attali, il dirige Planète Finance, il est très impliqué dans le microcrédit mondial, et vous savez que le prix Nobel de la paix a été remis à Mohamed Younous sur ce thème. Il est écrivain et c'est l'ancien conseiller de M. François Mitterrand, oui, merci pour lui. Et puis M. Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, qui est désormais le nouveau maire de Bordeaux. Je vais vous demander de les accueillir, mes trois invités, maintenant sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup. Je vous ai présenté avant, donc je ne le referai pas. Une question générale avant les questions des étudiants. Vous connaissez la règle de la Cité de la Réussite. C'est avant tout le panel étudiant et la salle qui dialoguent avec vous et qui vous posent des questions. On va essayer de définir, si tant est que ce soit possible, la notion de gouvernance. Quelle est votre réflexion, Monsieur Juppé, eu égard aux fonctions que vous avez occupées, à la vie que vous avez menée récemment à l'étranger, et puis à ce retour dans la vie politique? Quelle est votre, si ce n'est votre définition, votre réflexion sur le thème de gouvernance? Est-ce qu'elle a changé par rapport aux premières années où vous étiez en fonction? Ça commence raide par une question ambitieuse. D'abord, merci d'être aussi nombreux encore à cette heure tardive de la journée. C'est vrai que j'ai un peu réfléchi à cette question ou à ce terme de gouvernance dans mon année canadienne, puisque je faisais là-bas un cours sur la mondialisation et l'impact que la mondialisation peut avoir sur le rôle des États. Alors, je vais d'abord commencer par me demander ce que le mot de gouvernance apportait vraiment de nouveau par rapport au mot de gouverner ou de gouvernement. J'ai parfois l'impression que c'est une façon, là aussi, de renouveler le vocabulaire sans beaucoup renouveler les idées. Quand on parle, par exemple, de la gouvernance d'entreprise, à moins de faiblesse dans la transmission, quand on parle de la gouvernance d'entreprise, c'est une façon de s'interroger sur la manière dont les entreprises doivent être gouvernées. C'est vrai que dans le mot de gouvernance, il y a quelque chose qui dépasse l'aspect institutionnel qu'on donne d'habitude au mot de gouvernement, une tentative d'élargissement du concept qui répond, je crois, à la modification des conditions dans lesquelles aujourd'hui on gouverne. Vous m'interrogiez sur la question de savoir si les choses ont changé de ce point de vue. Il y a des constantes. Gouverner a toujours été un art difficile. On s'est toujours trouvé confronté, depuis que le monde est monde, au même défi, l'intrigue, les conflits de personnes, les chocs d'intérêts, les antagonismes économiques et sociaux, la résistance au changement aussi, qui sont, je crois, des constantes dans la relation que le gouvernant peut avoir avec les gouvernés. Mais les choses ont radicalement changé. Je crois qu'il y a trois facteurs de changement qui me frappent beaucoup. Le premier, c'est d'abord l'élévation du niveau de connaissance, d'instruction, d'éducation des citoyens, qui fait que le principe d'autorité n'a plus aujourd'hui la même portée que celui qu'il pouvait avoir il y a un siècle, et ceci pas simplement dans le champ politique, dans le champ scolaire. Aujourd'hui, les parents d'élèves veulent participer à la gouvernance de l'école, de même que le patient qui rentre dans le cabinet du médecin a une relation d'autorité avec son médecin qui n'est plus tout à fait la même que celle qu'il avait avant Internet. C'est le deuxième facteur. Le deuxième facteur, cette évolution, cette élévation du niveau de connaissance est accompagnée par une révolution technologique. Le web, les blogs, les sites. Je me suis lancé dans un blog-notes depuis 2 ou 3 ans, pour en reparler tout à l'heure, et ça m'a beaucoup apporté dans la relation que je peux avoir avec les autres, hein, mes compatriotes, mes concitoyens. Et je crois que le troisième élément qui change profondément les données de l'art de gouverner, c'est évidemment la mondialisation, qui génère dans l'esprit des citoyens cette question lancinante: est-ce que les gouvernements ont encore une emprise sur ce qui se passe dans tel ou tel pays? Est-ce que la puissance se trouve bien là où on pense, où on dit, où on affiche qu'elle se trouve? Et je crois que ça aussi, c'est un élément tout à fait nouveau et bouleversant d'une certaine manière dans l'art de gouverner. Vous avez eu du plaisir à gouverner? Oui, beaucoup, et ce fut difficile, ça ne s'est pas très bien terminé.
Mais je garde de cette période un souvenir intense parce que on est en permanence dans l'action, dans le contact, dans la prise de décision. Je pense que je n'en ai pas pris que des mauvaises, et j'ai quelques bons souvenirs quand même. Ezra Suleiman, vous avez très souvent, dans vos livres, dans vos interventions universitaires, été à l'encontre d'une pensée très française sur le rôle de l'État. Vous pensez qu'une bonne gouvernance, c'est un État certainement nettement moins intervenant, nettement moins présent que ce que nous connaissons en France. Est-ce que vous avez cette capacité de nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est un regard américain ou un regard que vous portez sur la manière dont l'Europe évolue? En fait, personnellement, je n'ai jamais eu des idées a priori sur combien d'États il faut avoir. D'ailleurs, dans un livre récent que j'ai écrit, j'ai dit que le rôle de l'État avait nettement diminué et que ce n'est pas si bon que ça, ce n'est pas si positif que ça. Parce que l'idée qu'on peut se passer de l'État me paraît absolument une idée fausse. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'analystes qui écrivent aujourd'hui que l'État-nation est dépassé. On est dans le transnationalisme et qu'on n'a plus besoin de l'État. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent ça aux États-Unis. Ça n'a jamais été ma position. Ceci dit, quand vous voulez que je parle de la France, je veux bien traverser l'Atlantique et dire que je pense que cela ne veut pas dire que l'État ne devrait pas se réformer et que tout devrait rester inchangé. Quand je regarde la France, par exemple, je constate que après 1945, l'État français s'est énormément agrandi et que l'État-providence est arrivé à ce moment-là. La France pouvait se payer l'État-providence parce qu'on avait une croissance de 7-8% par an à l'époque. Le problème, c'est que la France n'est plus dans cette situation. Et donc, démographiquement, et le ralentissement du taux de croissance fait en sorte qu'il y a maintenant un problème fiscal, c'est-à-dire un énorme déficit. Le troisième problème, c'est que personne ne veut rien céder. En créant cet État-providence, on a créé toutes des petites poches de sécurité pour beaucoup de gens. Et contrairement aux autres pays, toute atteinte à tout privilège est immédiatement conçue comme la diminution des inégalités. C'est-à-dire, ça va accroître les inégalités. Si vous prenez mes privilèges, vous allez accroître les inégalités dans la société. Il n'y a pas de corporatisme et de lobby uniquement en France. Aux États-Unis, ça existe aussi. Non, pas du tout, pas du tout. Sauf que c'est instauré dans l'État-providence. Et je dis rien pour le moment sur l'État-providence, je n'ai rien contre, mais il faut le payer, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Je suis bien pour beaucoup de choses. J'estime qu'aux États-Unis, on pourrait même, je ne dis pas copier le modèle français, je n'irai pas si loin, mais en même temps, je dirais qu'il pourrait y avoir quelques réajustements, si vous voulez. Mais évidemment, il y a des corporatismes. La seule différence, c'est qu'en France, vous avez créé des droits. Si vous me permettez d'ajouter juste une petite phrase, une petite pensée ici. La cité, le thème de la cité cette année, c'est la responsabilité. Et j'ai regardé 3 pages de questions qui nous ont été soumises. Et je n'ai vu pas un seul mot sur la responsabilité. Attendez, il y en aura peut-être. Hein, il y aura peut-être des questions plus spontanées. Hein. J'espère. Toutes les questions portent en fait sur la responsabilité des hommes politiques, des institutions
etc. Mais j'étais assez frappé, je dois vous dire, de ne rien trouver sur la responsabilité des citoyens. Alors, peut-être qu'ils poseront des questions tout à l'heure. Juste un petit mot de Jacques Attali, et ensuite vous posez vos questions. Peut-être que vous pourrez lui répondre, vu de vos écoles ou de votre statut personnel. Jacques Attali, il y a l'homme conseiller du président Mitterrand, il y a l'homme qui était donc impliqué dans le pouvoir, dans la gouvernance, et puis il y a aujourd'hui celui qui est à Planète Finance, qui voit donc se développer la gouvernance des ONG. L'une d'entre elles, elle vient d'être particulièrement saluée par le prix Nobel de la paix. Est-ce que vous pensez que ça, c'est la nouvelle gouvernance du monde pour les années à venir? Pour répondre, si j'avais à répondre d'un seul mot, je dirais oui. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Il est en train de se passer un déséquilibre entre deux formes d'organisation du pouvoir qui étaient nécessaires, qui sont nécessaires et qui se renforçaient jusqu'à présent dans l'histoire depuis des siècles, qui sont l'économie de marché et la démocratie. Le marché avait besoin de la démocratie, au point que le marché a créé des démocraties, et la démocratie avait besoin du marché. Les mécanismes se renforçaient. Or aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, 30 ans même, la démocratie reste nationale alors que le marché devient mondial. Donc ce déséquilibre fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une globalisation du marché sans qu'il y ait simultanément une globalisation de la démocratie. Ce qui veut dire qu'on emploie le mot gouvernance, Alain Juppé l'a très bien dit tout à l'heure, pour dire qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est un corps sans tête, la gouvernance. Le marché est un corps sans tête, puisque c'est un mécanisme qui se règle dans la main invisible. La main invisible, c'est une gouvernance, c'est une absence de gouvernement. Or aujourd'hui, on voit cela, et on voit en même temps surgir une formidable demande de gouvernement continental, de gouvernement mondial. En l'absence de ça, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Il est en train d'arriver, en effet, une dominance par le marché qui crée des richesses énormes. La croissance n'a jamais été forte dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui, mais évidemment, parce que le marché n'a comme fonction que d'allouer les ressources efficacement et pas de façon juste, on voit s'aggraver formidablement les inégalités à l'échelle mondiale, on voit la précarité, on voit la priorité à l'immédiat, puisque c'est la fonction du marché, on voit l'absence d'intérêt pour les questions qui ne sont pas rentables, et en particulier toutes les questions écologiques de nature diverse, et on voit surgir à côté du marché, puisque le marché n'a pas comme fonction de maintenir l'ordre, de créer la loi, de système de droit, tous les systèmes de substituts à l'État par le marché. Des mercenaires à la place des armées, des systèmes d'arbitrage à la place de la justice, des systèmes même où on voit la vie privée devenir un souci de marché, et ce qui se passe avec les prothèses, demain avec le clonage, entre dans cette généralisation du marché à la place de la vie publique. Et on voit aussi apparaître deux autres formes d'économie, l'économie criminelle, qui va prendre une place croissante dans l'économie mondiale si le marché n'a pas comme pendant une économie, un État mondial capable ou un système de droit mondial, et puis, à côté de cette économie criminelle, une économie de la gratuité, ce que j'appelle moi une économie de l'altruisme, qui est en effet les ONG, qui déjà aujourd'hui représentent 10% du PNB mondial, et qui en effet sont des substituts à la gouvernance. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup d'ONG s'appellent quelque chose sans frontières. Un substitut qui commence à faire peur à certains chefs d'État. Qui prend du pouvoir. L'organisation que je préside, Planète Finance, dont le président du conseil de surveillance vient d'avoir en effet le prix Nobel de la paix, assiste 10 000 institutions de microcrédit dans le monde, 10 000 ONG qui ont aujourd'hui 130 millions de bénéficiaires. Donc la puissance qui est en train de monter là est considérable. Si je prends le cas de la France maintenant, et si je compare à la période où j'étais en effet là où vous dites, je dirais que le pouvoir politique me paraît devenu sans intérêt. Parce que l'État a été vidé de son pouvoir par l'histoire. Je n'accuse personne, c'est l'histoire. Premièrement, la disparition de l'Union soviétique fait que le fait que le président de la République ait le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire n'a plus aucun intérêt. Il n'y a plus l'Union soviétique et l'arme nucléaire est aujourd'hui non plus en situation de dissuasion, mais en situation beaucoup plus complexe, avec des non-États ou des États ou des entités non étatiques sur lesquelles la dissuasion n'a pas de pouvoir. Deuxièmement, la mondialisation, je l'ai dit, prive l'État d'un grand nombre de pouvoirs. Troisièmement, l'Europe prive l'État d'un grand nombre de pouvoirs, à commencer par le pouvoir monétaire, et un très grand nombre de fonctions qui ont disparu de l'État. Quatrièmement, la décentralisation donne beaucoup plus de pouvoir aux maires et aux présidents de région, et tout ça, ce sont des bonnes choses. Cinquièmement, les privatisations font que l'État a perdu un grand nombre de pouvoirs. Et sixièmement, et c'est quelque chose qui devrait être résistible au sens de Brecht du mot, c'est la lâcheté, j'emploie volontairement le mot, la lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique.
Je suis très frappé de voir combien dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, on en est à tellement ne plus vouloir prendre de décisions qu'on confie les décisions à des autorités autoproclamées ou qu'on laisse prendre des décisions. On invente des comités d'éthique qui ne sont plus des comités de conseil, mais des comités qui décident. On invente des hautes autorités de tout et n'importe quoi qui décident à la place du politique, sous prétexte d'indépendance, en réalité pour se défausser de la responsabilité de décider. Et le pouvoir politique n'est plus qu'une apparence qui cherche surtout à ne pas décider pour faire en sorte de pouvoir survivre et laisser survivre sans surtout risquer d'être sanctionné. Merci beaucoup. Éventuellement, je vais poser des questions. Comment ? Voilà, essayons de passer 1 heure avec toutes les questions, d'abord de ceux et celles qui sont là, et puis ensuite avec vous. Allez-y. Bonsoir messieurs. Vous présentez. Je m'appelle Guillaume Thiré, je suis de l'école HEC en 2e année. Et monsieur Souleymane, je vais vous combler parce que je vais parler de la responsabilité maintenant. Grâce à mes études, j'ai la chance de pouvoir faire des stages à l'étranger et d'aller un peu prendre la température politique à l'étranger. J'ai pu suivre l'actualité, j'ai pu parler à des jeunes. Et dès lors, à mon humble niveau, j'ai vraiment l'impression que la France est, ou du moins apparaît, comme le pays des blocages. Et j'aimerais appuyer sur ce terme de blocage qui induit une responsabilité des citoyens. Ma question sera donc simple. Pensez-vous qu'il existe un problème de mentalité et de responsabilité chez les Français dès qu'il s'agit de réformer? Et ensuite, j'ai une question plus précise pour monsieur Juppé, qui a passé 1 an à Montréal. J'ai vu sur votre blog que vous aviez réalisé une véritable cure de non-agressivité à Montréal. J'ai vu ça sur votre blog. Confirmez-vous? D'accord. Sirop d'érable. Sirop d'érable. J'ai passé 2 mois aussi à Montréal cet été et j'ai ressenti vraiment cette responsabilité citoyenne de non-agressivité. Ma question est donc simple. Qu'avez-vous aimé là-bas que vous pourriez transposer ici pour une meilleure gouvernance? Alors, monsieur Souleymane d'abord et monsieur Juppé ensuite. Pour répondre très brièvement à votre question, non, je ne pense pas que la France est une société bloquée. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire du 19e siècle, et si vous regardez même après la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez que la France était vraiment un modèle, c'était un champion. Il y a eu de telles transformations, vous pouvez demander à vos parents, à vos grands-parents, la société d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la société d'avant-guerre. Donc, la France est parfaitement capable de se réformer. Je pense, par contre, ce qui s'est instauré, c'est ce que, pour reprendre un peu la pensée de tout à l'heure, je pense que ce qui manque en France, compte tenu des habitudes qui ont été prises tout durant la période faste, riche, où la France est devenue... Mettez bien votre micro près du où le pays est devenu très riche. Je pense que pendant toute cette période, la France si vous voulez, avait acquis une certaine facilité. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, quand je regarde pourquoi il y a des blocages, je pense que ce qui manque, c'est, je ne sais pas, je ne connais pas exactement le mot en français, c'est incentive, c'est-à-dire de stimuler. Vous savez, la base de toute l'économie, c'est, comme quelqu'un a dit un jour, dans toute l'histoire du monde, personne n'a fait en sorte de laver une voiture de location. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous pousse de faire ça? Rien du tout. Et donc, je pense que, pour prendre, c'est pas une leçon que j'en tire là-dessus, mais qu'il n'y a pas de incentive. C'est-à-dire, si vous travaillez plus, vous êtes taxé plus, je parle en tant qu'individu. Et donc, il n'y a pas de stimulation, si vous voulez, pour changer. La stimulation devrait venir de la classe politique et non pas des citoyens eux-mêmes. Oui. La responsabilité devrait venir de la scène politique. Tout à fait. C'est-à-dire, il y a des réformes. Je ne connais aucun analyste aujourd'hui, pour être un analyste sérieux, qui ne dit pas qu'il faut distinguer d'ailleurs entre des problèmes structurels et des problèmes conjoncturels. La France connaît les deux. Et il y a une certaine hésitance ou résistance à procéder à des réformes structurelles
qui fait en fait en sorte, qui vous permet de tirer la conclusion que la France est bloquée? Alors, Monsieur Juppé, peut-être que vous pouvez d'ailleurs rebondir sur ce que vient de poser notre ami, et puis la réponse de Monsieur Souleymane sur les résistances, justement. Avant de parler Oui, de votre note d'agressivité. Avant peut-être de parler du Québec, je voudrais effectivement réagir à ce qui a été dit par Jacques Attali et par Erza Souleymane. Je ne crois pas, en ce qui me concerne, à la disparition de l'État. Et toute la réflexion que j'ai essayé de mener avec mes étudiants pendant cette année québécoise m'a conduit à la conclusion inverse. Nous allons vers un système complexe, dans lequel les acteurs sur la scène mondiale sont multiples. Les marchés, les firmes multinationales, les organisations internationales, les ONG, la société civile internationale et les États. Et je crois que les États-nations vont conserver, dans les années qui viennent, un rôle majeur. Je ne pense pas que le monde soit plat, comme le dit Thomas Friedman. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on assiste à un extraordinaire renforcement des frontières pour lutter contre le terrorisme, pour essayer de maîtriser les flux migratoires, parfois pour faire preuve de patriotisme économique. Je crois que l'État garde une fonction de régulation absolument essentielle et qu'il est en tout cas le lieu, pour l'instant, de la légitimité démocratique. Pas seul. Pas seul. Il doit partager son pouvoir avec d'autres. Je ne crois pas, pour reprendre votre question, je crois que les ONG font peur aux États. Les États, au contraire, essayent d'associer les ONG au processus de décision. J'étais très frappé au mois de décembre dernier par ce qui s'est passé à la conférence mondiale sur les changements climatiques à Montréal. J'ai eu la chance de pouvoir y participer pendant une journée et j'ai vu la place que les ONG, à côté des gouvernements, avec les gouvernements, tenaient dans le processus de décision et comment elles influençaient en accord avec les gouvernements le processus de décision. Donc je referme ce premier point. Je crois que l'État va évoluer. L'État n'a plus effectivement la fonction qui était peut-être la sienne il y a un siècle, mais je crois qu'il gardera un rôle important. Francis Fukuyama a écrit son dernier livre pour réhabiliter l'État. Après avoir annoncé la fin de l'histoire, il écrit un livre qui s'appelle State Building, le rôle de l'État au XXIe siècle. Et je pourrais développer ce point. Deuxième réflexion, je ne crois pas que la France soit un pays bloqué et inapte au changement. Erza a évoqué tout à l'heure le 19e siècle ou le début du 20e. Regardons les 50 dernières années. La France a prodigieusement changé. Pas toujours sous l'impulsion de ses gouvernements, mais du fait de l'évolution de sa société dans tous les domaines. Notre agriculture a subi une mutation extraordinaire, nos mœurs sont évoluées, les grandes entreprises françaises se sont mondialisées, les PME sont ouvertes à l'international. Je pourrais allonger la liste. La France a prodigieusement changé et des réformes ont réussi. Quand je suis arrivé au gouvernement, Air France était une société nationale. C'est aujourd'hui une des premières compagnies aériennes privées du monde. Quand je suis arrivé au gouvernement, France Télécom était en situation de monopole. Aujourd'hui, il y a concurrence sur le marché des télécommunications en France. Quand je suis arrivé au gouvernement, l'armée française était une armée de conscription. C'est aujourd'hui une armée professionnelle dont les talents sont universellement appréciés, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs. Bref, la France peut changer sous certaines conditions. Écoutez, autant que je me souvienne, quand vous vous attaquez à la réforme de la santé, des Bien métiers sûr, de santé, je n'ai pas oublié. Il me semble que vous avez dû quand même lâcher 2-3 fois en disant c'est décidément c'est une société bloquée. Quand même. Bien sûr qu'il y a des blocages. Mais je ne veux pas dire que les blocages sont généraux. Et surtout, et j'en arrive au Québec, ce qui me frappe beaucoup dans l'analyse que nous faisons de la France, et c'est peut-être parce que j'ai pu passer cette année à l'extérieur, c'est notre nombrilisme. Nous sommes convaincus que nous sommes absolument exceptionnels et que seule la France est un pays bloqué. Tous les pays sont bloqués. Allez voir au Canada comment on va faire la réforme de la péréquation fiscale entre les provinces canadiennes. C'est complètement bloqué depuis des années, naturellement. Quand le gouvernement canadien, le nouveau gouvernement conservateur, dit « je vais changer la politique familiale canadienne et plutôt que de subventionner des crèches, je vais verser une allocation directe aux familles », c'est la révolution au Québec. Il y a des droits acquis au Québec et il y a un blocage. Et les gens descendent dans la rue. Donc il faut se sortir de cette idée que partout ailleurs tout est facile, que le changement intervient comme sur un long fleuve tranquille et qu'en France ça bloque. En France ça bloque, bien sûr, et je serai le dernier à le nier, mais je crois qu'il y a aussi des possibilités d'évolution. Alors j'en viens au Québec. Qu'est-ce qui m'a frappé à Montréal pendant cette année? Et si je veux résumer pour répondre à votre question simplement, je dirais l'esprit de confiance. Les gens ont confiance en eux, ils ont confiance dans le système économique et social, et il n'est pas remis en question à tout bout de champ. Ils ont confiance dans l'avenir,
Ils font aux jeunes une place que nous ne faisons pas vraisemblablement dans la société française. Et ce climat de confiance est générateur d'une espèce d'optimisme et de dynamisme que nous avons peut-être perdu en France. Et je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous avons perdu confiance en nous-mêmes et qu'il faut peut-être la retrouver. Alors, question maintenant, oui, allez-y. Si vous pouvez, juste une petite recommandation à vous trois, messieurs, si vous pouvez répondre de manière courte, de façon à ce que tout le monde puisse poser des questions, qu'ensuite la salle puisse intervenir. Allez-y. Bonjour, Paul Nicolas, étudiant HEC. Monsieur Juppé, vous parlez de la nécessité de la confiance dans un pays. Justement, la défiance vis-à-vis des entreprises, la défiance des Français vis-à-vis des entreprises et de l'économie de marché a souvent été alimentée ces dernières années par des hommes politiques qui rejetaient les différents maux de la France sur des phénomènes ou des événements qui les dépassaient, comme par exemple la mondialisation. Ne pensez-vous pas qu'en France, cette défiance latente est due en partie aux politiques et qu'il serait temps que les politiques prennent leurs responsabilités, assument leurs décisions et arrêtent de rejeter la faute sur les autres? J'ai beaucoup combattu la thèse du déclinisme quand j'étais à Montréal et j'ai fait beaucoup de conférences pour expliquer que la France n'était pas un pays en déclin. Ce qui me paraît pervers dans la thèse du déclinisme telle qu'elle est exprimée par certains auteurs, c'est que ce déclinisme a une raison simple, c'est la couardise, l'incompétence et la malhonnêteté des hommes politiques français. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout expliqué mais vous visez dans le qui, malaise là français. Non, mais si je dis ça, c'est parce que cette explication me paraît un peu courte des pattes de devant. Nous avons une classe politique qui est ce qu'elle est, n'est ni pire ni meilleure que d'autres, un peu meilleure peut-être quand même que certaines autres à travers la planète. Je ne vais pas revenir sur la défense et l'illustration de la politique parce que j'ai le sentiment que je vais être le seul à le faire sur cette tribune, mais pourtant j'y tiens beaucoup. Peut-être viendra-t-on tout à l'heure, parce que ça figurait dans vos questions, sur ce que c'est que l'engagement politique et sur la question de savoir si la politique est un métier ou n'est pas un métier. Moi je crois à la noblesse de l'engagement politique et je crois que si nous avons des problèmes, les politiques ne sont pas seuls responsables. Si l'entreprise aujourd'hui a une mauvaise image dans l'opinion publique française, si en particulier les délocalisations font peur et apparaissent comme une stratégie mûrement étudiée de transfert de toutes nos richesses vers d'autres cieux, c'est peut-être la faute des hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu la faute des responsables d'entreprise? Est-ce qu'ils ont fait ce qui était nécessaire? Allez-y. Pardon, j'ai pas compris votre question? Pardon, si, tout à fait, mais je n'ai pas dit que c'était la faute uniquement des politiques, mais en partie. En partie, et bien les sûr. hommes politiques, lorsqu'ils prennent une mauvaise décision, doivent l'assumer et pas rejeter la faute sur des instances supérieures, comme l'Europe ou la mondialisation. Vous avez tout à fait raison. Je crois que les hommes politiques assument globalement leurs responsabilités. Qui est-ce qui est soumis au suffrage tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans? Les hommes politiques. Qui est-ce qui est en permanence au contact de ses concitoyens? Un maire dans une ville, il est en permanence responsable et pas simplement entre 2 élections. On lui demande des comptes en permanence. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la démocratie au quotidien, sur les conseils de quartier, sur les ateliers d'urbanisme, sur le contact direct avec ses concitoyens. On est en permanence d'abord dans la proximité, contrairement à ce qu'on pense. Je combats cette idée de manière, je crois, désespérée. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. C'est peut-être vrai pour 3 ou 4 d'entre eux, tout à fait au sommet. Parce que là, effectivement, plus on monte, plus l'oxygène se raréfie. Mais la grande majorité des hommes politiques, ils ont les pieds dans la glaise. Et on y reviendra peut-être. Ils sont élus locaux, ils sont au contact au quotidien. Et donc, je crois qu'ils assument aussi la responsabilité. Ce que je voulais dire en vous répondant simplement, et en rebondissant sur l'intervention d'Erza tout à l'heure, c'est que la responsabilité doit être quelque chose de partagé. Et que les hommes politiques doivent être plus responsables, j'en suis bien d'accord, je ne vais pas défendre la thèse inverse naturellement, mais que la responsabilité doit se diffuser dans l'ensemble du corps social. Nous ne sauverons par exemple notre modèle social qu'en réintroduisant le sens de la responsabilité chez tous les acteurs, y compris les prescripteurs et les consommateurs du modèle social. Il ne suffira pas que le ministre de la Santé ou le ministre des Retraites soit responsabilisé, il faudra que l'ensemble des acteurs sociaux le soient, et c'est pour ça que je trouve que le thème de votre Cité de la réussite est particulièrement pertinent. Question, allez-y. Monsieur Sérillon, tout à l'heure, vous introduisez en disant que gouverner, c'est prévoir. Ne pensez-vous pas que les dirigeants politiques devraient être soumis à une obligation de résultat? Obligation de résultat. La question est posée aux 3 personnes. Jacques Attali, commencez. Là, vous avez...
Ouais, comme l'a dit Alain Juppé tout à l'heure, ils sont soumis à une obligation de résultat, puisque s'ils échouent, ils sont battus aux élections, même si parfois ils sont battus aux élections pour d'autres raisons. Je connais peu de gens qui soient aussi soumis à une obligation de résultat que les hommes politiques. Je poserai la question pour ma part de façon différente. Le danger dans le système politique tel qu'il est en train de s'installer, c'est qu'il soit soumis trop à une obligation de résultat immédiat. Et le drame, ou disons, pour ne pas employer des mots emphatiques, la grande danger de la démocratie aujourd'hui, je le dis de façon presque provocante, mais je crois beaucoup à ce que je vais dire maintenant, c'est qu'il n'est plus possible d'être provisoirement impopulaire. Alors qu'être provisoirement impopulaire est parfois nécessaire pour créer les conditions de ce qu'un projet à long terme puisse aboutir. Et les hommes politiques, et Alain Juppé est parfaitement bien placé pour le savoir, parfois sont obligés ou se croient obligés de céder à certaines circonstances. Et quand le pli est pris, l'homme politique se trouve comme l'homme d'entreprise aujourd'hui. Quand on regarde l'histoire depuis un siècle des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants politiques, leurs carrières sont de plus en plus courtes. Elle est de plus en plus courte parce qu'ils sont soumis à des obligations de résultat de plus en plus immédiats. Et donc, nous entrons dans une logique où le marché l'emporte sur la démocratie, où le court terme l'emporte sur le long terme, et où il est de moins en moins possible de mener à bien des projets qui exigent du temps. C'est pourquoi, par exemple, j'étais moi-même tout à fait hostile à la réduction du mandat présidentiel, que je trouve être une erreur, pour cette raison, et tout à fait hostile aussi au fait que les hommes politiques regardent un peu trop souvent les sondages. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où on a quand même vu M. Mitterrand, 14 ans président de la République, M. Chirac pendant, a priori, 12 ans. Ce sont des gens qui n'ont pas tout réussi, qui ont beaucoup raté, et qui pourtant sont restés au pouvoir et ont été réélus plusieurs fois. J'espère que ça pourra avoir lieu pour leur successeur. Question, allez-y. Oui, François, je suis étudiant à Paris 6. C'est une question sur le temps de la vie politique que je voudrais vous poser à tous les trois, mais plus particulièrement à M. Juppé. Bien souvent, le responsable politique n'est pas responsable de l'application de ses décisions. Ce sera un autre gouvernement, et qu'il ait ou non la même sensibilité, qu'incombera la charge de financer ces décisions, et puis tout simplement aussi de les appliquer. Alors comment assumer ce déphasage, parfois ingrat, de responsabilité? Endurant. Je voudrais parler d'un gouvernement, moi, qui m'intéresse beaucoup et dont on ne parle pas beaucoup, et qui, à la limite, concerne autant la vie quotidienne des gens que le gouvernement de Matignon. Je veux parler des gouvernements de nos villes. Je crois que dans cette espèce d'architecture de la gouvernance mondiale qui s'esquisse, et où il y a des niveaux de pouvoir, le niveau de la proximité, le niveau des communautés de base, le niveau des villes est absolument essentiel. Parce que c'est là que se concentre la majorité de la population dans les pays développés et de plus en plus dans les pays en développement. Et parce que c'est là que se posent tous les problèmes de la vie quotidienne, le logement, le transport, l'école, l'emploi, etc. Eh bien, si la fonction de maire est à ce point passionnante que certains n'arrivent pas à s'en passer, eh bien, c'est parce que précisément, on a l'impression que là, on peut avoir la durée et qu'on peut voir le retour des décisions que l'on prend. Quand on décide de faire un réseau de tramway et qu'on voit ce réseau de tramway fonctionner et changer la vie des étudiants sur le campus d'une ville prise au hasard, eh bien, c'est extrêmement gratifiant et ça donne l'impression qu'on sert à quelque chose. Et je pourrais multiplier les choses. Alors évidemment, vous me parlez du gouvernement de la France et pas du gouvernement de nos villes. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression qu'à chaque élection, les Français zappent et que cet élément de continuité n'existe pas. Je vous rappelle que c'était un peu la raison d'être de la réforme des institutions de la Ve République, donner du temps au temps, pour prendre une expression qui n'était pas celle de son fondateur. Et je crois qu'il faut effectivement arriver à constituer cette durée. C'est la raison pour laquelle moi je ne partage pas tout à fait le sentiment de Jacques Attali sur ce point. J'ai soutenu la réforme du quinquennat parce que je pense que sur 2 x 5, on peut faire beaucoup de choses. Qu'on peut avoir ce sentiment de durée et surtout ce sentiment de réalisation et de concrétisation de ces engagements. Alors juste une remarque concernant la gouvernance au stade de la municipalité ou de la région. Est-ce que plus on se rapproche justement du citoyen, de l'électeur, est-ce qu'on n'est pas
contraint d'être dans le clientélisme, de rendre des services immédiats et donc de perdre cette vision à long terme dont parlait tout à l'heure Jacques Attali. Vous vous rendez compte qu'on demande aux hommes politiques, pardon de le dire peut-être de manière un peu abrupte, tout est son contraire. On leur demande d'être le plus proche possible des gens et surtout de ne pas se laisser engluer dans le quotidien pour garder une vision à long terme. C'est ça qui fait tout le prix et toute la difficulté de gouverner. Je crois qu'il faut faire les deux. Et je vais vous citer un petit exemple que je cite souvent, mais qui montre bien comment se fait l'alchimie sur le terrain. Je vais reprendre un exemple à Bordeaux. Je présidais un jour un conseil de quartier dans un des quartiers de Bordeaux et on discutait d'un problème très concret. Je crois qu'il s'agissait d'un sens unique. Est-ce qu'il faut le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là ? Au bout de 2 heures de discussion, l'expression de tous les participants, les associations qui étaient là, bref, il y avait 200 personnes, quelqu'un au fond de la salle lève la main et qui me dit « Monsieur le maire, vous voyez bien que nous sommes incapables de nous mettre d'accord. Alors, décidez. On vous a élu pour ça. Et si on n'est pas content de vous dans 5 ans, on vous virera. » Je crois que c'est là le point d'équilibre. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à une formidable aspiration de dialogue, d'écoute, de concertation, de démocratie participative au quotidien qu'il faut assumer, à laquelle il faut répondre. Et en même temps, je crois qu'il y a un formidable besoin de leadership. Les peuples ont besoin, les peuples ou les communautés locales ont besoin d'hommes ou de femmes qui leur montrent une certaine direction. Et je crois qu'il faut arriver à concilier les deux. Moi, je fais de plus en plus, au fur et à mesure que je réfléchis sur ce que j'ai vécu depuis 1 an ou 2, je fais de plus en plus l'éloge de la complexité. Les solutions simples sont des solutions qui durent le temps d'un feu de paille en général. Gouverner, c'est compliqué, et ça consiste à prendre à la fois en compte le besoin de proximité, l'écoute et en même temps la capacité de décider. Ezra Souleiman, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste un petit mot en réponse à ce qu'Alain vient de dire. Je ne suis pas sûr que durer, c'est la solution. Évidemment, c'est beaucoup mieux pour l'homme politique ou pour les partis politiques de durer, mais nous avons beaucoup d'exemples, très près, donc je ne vais pas en parler, des gens qui ont duré très longtemps et qui n'ont rien fait. Donc, la dureté ne garantit rien. Donc, ensuite, on parle, ah bon, ce sont les institutions. Il faut changer les institutions. Le président de la République, il a trop de pouvoir, il faut faire un quinquennat au lieu d'un septennat, ce qui est peut-être une bonne chose, c'est pas ça. Mais qu'on parle énormément, il y a tant de livres sur la 6e République, il faut changer de République, etc., etc. Tout ça, c'est du non-sens pur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le métier de l'homme politique, comme tu dis, c'est très compliqué, il faut trouver un consensus, etc. Mais en fait, il faut travailler avec les contraintes que vous avez. Comment est-ce qu'un homme politique ou un dirigeant politique, que ce soit un président ou un premier ministre ou un gouvernement, ont les contraintes, ce sont des données de la politique. Comment les contourner, comment s'en servir, c'est ça ce qui est important. Et donc, je pense que ça ne sert à rien que dans un pays, les citoyens trouvent les hommes politiques fautifs parce qu'ils ne font rien, et les hommes politiques trouvent que c'est les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut que l'État demande beaucoup plus aux citoyens et que, vous savez, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti l'autre jour. C'est un congrès où 98% des congressmen ont été réélus. Donc, les sortants ne sortent jamais. Alors, la deuxième chose, c'est que 76% de la population a dit que ce congrès n'a absolument rien fait. Absolument rien fait. Donc, c'est un système bloqué, si vous voulez. Alors, et pourtant, la société reste une société dynamique, avec tous les défauts, les inégalités, etc. Mais la société, c'est la société décrite par Tocqueville, essentiellement avec un certain dynamisme qui laisse à côté le blocage de la politique et non pas de la société. Vous vouliez juste ajouter un petit mot et ensuite, la question du garçon. Je voulais simplement dire, en réaction à ce qu'a dit Ezra, que sur la durée, moi je ne pensais pas à 14 ou à 12. Hein.
je pensais à la durée des gouvernements qui est plutôt en moyenne aujourd'hui de 2 ans chez nous. Donc c'est pour ça que je disais durée. Deuxièmement, je te rejoins totalement alors sur l'idée très française que c'est en changeant les institutions qu'on règle les problèmes politiques. J'ai parlé du quinquennat tout à l'heure, mais aujourd'hui, moi je suis tout à fait hostile à tout bricolage institutionnel parce que je pense que c'est une fausse réponse à de vraies questions. Question, vas-y. Bonjour, Geoffrey Solignac, 4e année à l'ISEG. Alors, je m'adresse en particulier à M. Attali et M. Juppé, même si Dominique de Villepin nous avait dit tout à l'heure que moins on en fait, plus on a de chances de se faire réélire. Donc de nos jours, les médias traitent de problèmes qui sont ponctuels, sous l'influence notamment de sondages, orientant ainsi l'opinion publique et la pensée de nos élus à court terme. Pensez-vous qu'il soit encore actuellement possible d'être élu avec des projets à long terme et avec des projets qui sortent de ce qui est dicté par les sondages? Jacques Attali d'abord et ensuite... Moi, je vais répondre à cette question en acteur extérieur parce que j'ai choisi dans ma vie de ne pas être candidat à des élections. J'ai refusé, ça a été dit par celui qui me l'avait proposé, c'est-à-dire le président de la République précédente, à 3 reprises d'être membre d'un gouvernement, et j'ai choisi de mener une vie à la fois d'intellectuel et d'homme d'action autrement. Et aujourd'hui, je préside une organisation internationale qui est une ONG qui est en train d'essayer de se rendre utile dans 60 pays, et j'y trouve beaucoup plus de plaisir que celui de l'élection. François Mitterrand avait l'habitude de dire à propos de quelqu'un d'autre que moi, celui-là, il n'a pas envie d'être président il n'a pas envie d'être élu président de la République, il a envie d'être nommé. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas envie d'affronter le suffrage universel, soit parce que ça les dérange d'être face à ce genre de situation, soit parce que leur vie est ailleurs. Donc moi, il se trouve que j'estime qu'aujourd'hui, agir de façon utile, en tout cas je le vis comme ça, est infiniment plus efficace en construisant et en développant une ONG internationale, ou nationale, ou locale, qu'en essayant de me faire désigner comme candidat pour être élu pour devenir secrétaire d'État ou ministre. J'estime aussi que écrire est plus important, parce qu'au fond, quel est l'avenir d'un écrivain? C'est d'être écrivain. Quel est l'avenir d'un ministre? C'est d'être ancien ministre. Attendez, on va demander à Alain Juppé. Vous auriez pu être écrivain après la tentation de Venise, vous auriez pu continuer? Merci de me donner cette tribune. Je sors un livre dans 15 jours. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un livre d'écrivain, c'est un livre de quelqu'un qui était installé à Montréal et qui a essayé de réfléchir un peu à son pays, vu de 6000 km de distance. Non, je ne suis pas venu ici pour vous dire la politique c'est formidable, faites-en. Mais cette idée qui ne serait pas un peu partout, que la politique c'est nul et que moins on en fait mieux on se porte, me paraît également dangereuse. Je crois qu'on a besoin d'engagement politique dans une démocratie et on a besoin que des gens de valeur s'engagent dans la politique. Parce qu'il se passe des choses dans la politique. Prendre un exemple, tiré de la politique étrangère par exemple, on peut être en ligne avec l'administration Bush sur l'Irak ou on peut ne pas être en ligne. On peut faire des choix différents. Il y a encore une marge de manœuvre, une marge d'appréciation dans le conduit d'une politique étrangère. Je faisais une conférence la semaine dernière à Bordeaux avec un universitaire canadien qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Christian Dufour, qui est entièrement consacré au leadership que la France a occupé dans la crise irakienne en prenant la position qu'elle a prise. Donc moi, je soutiens que les hommes politiques, lorsqu'ils ont de la bista, lorsqu'ils voient à long terme, lorsqu'ils sentent bien les choses, lorsqu'ils font preuve à la fois d'audace et de perspicacité, ils peuvent modifier le cours des choses. Deuxièmement, dans la gestion d'un pays, il y a aussi des choix possibles. Le modèle danois n'est pas tout à fait le modèle, qu'est-ce qu'il faut dire, britannique, ou le modèle italien n'est pas tout à fait le modèle espagnol, etc. Il y a des marges de manœuvre, il y a des possibilités d'agir. Enfin, dernier point, pardon, excusez-moi de revenir à ce qui vous apparaîtra une obsession peut-être un petit peu terre à terre. Moi, j'ai été élu à Bordeaux en disant, voilà le Bordeaux de 2015 que je propose aux Bordelaises et aux Bordelais. Ils m'ont fait confiance, je n'en tire aucune conclusion générale, mais dans ce cas très précis, très ponctuel et très modeste, on peut être élu en parlant de l'avenir, en parlant d'une stratégie à 10 ans. Question. Qui prend le micro? Oui. Bonjour messieurs, je suis Aurélien Bernard de l'École des Mines de Paris. J'ai une question qui s'adresse peut-être plus particulièrement à monsieur Juppé puisqu'il l'a évoqué tout à l'heure.
Monsieur Attali a employé le mot de carrière à propos des gouvernants tout à l'heure. Est-ce qu'il est justement possible de concilier le souci de l'intérêt général avec la volonté de faire carrière dans la politique, qui pourrait impliquer de reculer devant des réformes nécessaires mais impopulaires, puisqu'on ne choisit pas de rester à son poste quand on est homme politique, mais on doit périodiquement être réélu par le peuple, et on doit donc être populaire devant le peuple. Réponse. Oui, on peut être impopulaire, oui, ça arrive. Oui, ça, vous l'avez été, ça. Non, mais donc certains l'assument, voilà. Ça. Donc ça arrive en politique aussi. Hein. Question. Alors, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais. Donc bonjour, Ekal Mahou, étudiant à l'ISEC Paris. Donc on est à la Sorbonne aujourd'hui. Je voulais parler d'un thème, le thème de la jeunesse. Vous avez évoqué la jeunesse du Canada et du Québec. Donc on constate en France qu'il y a une certaine crise de la jeunesse qui se manifeste par un chômage très fort chez les jeunes, un taux d'abstention très fort chez les jeunes, des jeunes qui ont du mal à quitter le cocon familial, donc une jeunesse qui a du mal à trouver sa place dans l'entreprise et dans la société. On a parlé de responsabilité durant toute la Cité de la Réussite. Quelle responsabilité des hommes politiques en place, des personnes qu'on peut nommer les anciens dans notre société, pour réintégrer les jeunes dans notre société et dans la politique? Et enfin, pour ne pas l'oublier, la jeunesse est là pour rêver et elle est la mieux placée pour atteindre ses objectifs. Donc n'est-il pas important pour l'avenir d'intégrer les jeunes dans le débat politique et de la société? Qui veut répondre? Ça s'adresse un peu à vous trois. Jacques Attali commence. Rapidement, je dirais d'abord une banalité, c'est-à-dire qu'il y a plus de vieux électeurs que de jeunes électeurs. Et donc forcément, la gouvernance, la classe politique s'intéresse plus aux problèmes des vieux que des jeunes. D'autant plus qu'il y a une mutation démographique avec le ralentissement de la natalité qui a d'ailleurs coïncidé avec la priorité donnée à la baisse de l'inflation, sachant que l'inflation profite aux jeunes et ne profite pas aux personnes âgées qui ont plus une épargne qu'un emprunt. Et que donc nous sommes une société qui progressivement, depuis 25 ans, a évolué d'une priorité donnée aux jeunes à une priorité donnée aux vieux. Priorité d'autant plus importante aujourd'hui que nous vivons aujourd'hui au crochet des vieux, puisque nous payons à partir de la fin du mois d'octobre les dépenses de l'État avec les impôts qui seront payés dans 25 ans par ceux qui sont aujourd'hui étudiants. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et ceci n'est possible que parce qu'il y a une priorité donnée aux vieux d'aujourd'hui sur les jeunes d'aujourd'hui qui seront demain en situation de pouvoir décider. Donc je pense qu'il y a en effet une responsabilité des personnes au pouvoir, mais il y a aussi une responsabilité générale de la société. J'en reviens toujours à la même ancienne écrit avec un T, pas avec un C, qui est le fait de la génération d'aujourd'hui de s'intéresser à ce qui se passera dans 30 ans ou dans 40 ans. Alain Juppé a tout à fait raison de dire qu'au niveau d'une municipalité, c'est beaucoup plus possible parce qu'il y a une relation véritablement directe avec le concret. Mais au niveau de la nation, aujourd'hui, pas seulement en France, c'est vrai mondialement, c'est même vrai en Chine aujourd'hui où c'est le grand sujet, la priorité donnée à l'immédiat est une tragédie pour l'avenir et les problèmes dont on parle pour la jeunesse d'aujourd'hui sont vrais mondialement par ce vieillissement qui donne une priorité des personnes qui ne s'intéressent qu'à l'instant présent parce qu'il leur reste peu de temps à vivre sur ceux qui ont une vie à construire. Alain Juppé. Oui, pour relativiser un peu les choses, je ne veux pas jouer les profs, hein, mais Paul Nizan a écrit, je ne sais plus quand, en 1910 ou 1920, je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie. Donc le malaise de la jeunesse est une constante historique. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse française ait des problèmes, j'en suis bien conscient. Mettre un petit contrepoint à ce qu'a dit Jacques Attali, qui est évidemment tout à fait exact, notamment sur le poids de la dette, c'est que nous restons un pays dont le dynamisme démographique est un des moins pires, si je puis dire, de l'Europe, hein, et de l'Europe conçue au sens large. Deuxièmement, il y a plein de choses à rêver à l'heure actuelle quand on a 20 ans. Il y a plein de choses à rêver. Moi, j'aurais 3 rêves si j'avais 20 ans. Le premier, ce serait de contribuer efficacement dans mon comportement de tous les jours et peut-être dans mon engagement citoyen à sauver la planète. Et quand on nous dit que le long terme n'a plus vraiment d'impact,
J'en suis pas si sûr. Je vois aujourd'hui une prise de conscience formidable autour de nous, partout, dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations. On commence à se dire, zut, on est peut-être en train de poursuivre sur la voie du suicide collectif. Deuxième exemple, deuxième rêve, l'ONU, alors vous allez me dire tout ça, c'est des machins, le Volapük, etc., a fixé des objectifs du millénaire, éradiquer la pauvreté à travers le monde. Voilà un rêve qui impliquerait peut-être qu'on s'investisse fortement et que la jeunesse s'investisse. Il y a des tas d'initiatives. Jacques Attali nous parlera peut-être du microcrédit, qui est une façon, là aussi, de lutter contre la pauvreté. Puis un troisième rêve sur lequel je passe vite, parce que celui-là, il n'est pas très porteur, je le sais en ce moment, c'est le rêve européen. Moi, je n'ai pas renoncé à faire de l'Europe une entité politique qui ait des choses à dire et des valeurs à défendre sur la scène mondiale. Donc je crois qu'à 20 ans, on peut encore avoir envie de rêver et des occasions de rêver. C'est-à-dire que si Alain Juppé avait 20 ans aujourd'hui, il ne rêverait pas... Si Alain Juppé avait 20 ans aujourd'hui, il ne rêverait pas d'être Premier ministre ou Président de la République. Contrairement à une légende bien établie, quand j'avais 20 ans, je ne rêvais pas d'être Premier ministre. C'est vers 4-5 ans que je rêvais d'être pape. Mais après, ça m'a passé. Prenez une question. Oui, je voudrais qu'ils posent chacun les questions, puis après, ouais, allez-y. Alors, Monsieur Juppé, vous venez de parler de l'environnement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film d'Al Gore, mais il y explique qu'avec une politique très volontaire et viable économiquement, on peut arriver à un niveau d'émission avant, qui est celui d'avant 1970, en tout cas pour les Américains. Quelle place est-ce que vous pensez que cette question qui est vitale va occuper dans la gouvernance au XXIe siècle ? Majeur, c'est la priorité des priorités. Pardon de revenir à Bordeaux, hein, vous allez dire que c'est une manie, mais dans mes thèmes de campagne, j'ai fait de l'exemplarité environnementale, lapsus peut-être significateur, de l'exemplarité environnementale, une de mes priorités. Je prends un seul exemple, la construction. On sait faire aujourd'hui des maisons qui consomment beaucoup moins d'énergie et qui même produisent autant d'énergie qu'elles n'en consomment. Il faut les isoler, il faut installer des panneaux solaires sur le toit, il faut mettre des citernes pour récupérer les eaux de pluie, on peut faire un puits canadien, je vous expliquerai si ça vous intéresse un peu ce que c'est, plutôt que de faire une bouche d'aération dans l'atmosphère, etc., etc. On sait faire des éco-maisons et on sait faire des éco-quartiers. Et puis je pourrais prolonger les choses. Il faut avoir au niveau local une politique des transports qui soit moins consommatrice, moins productrice de gaz à effet de serre. On peut avoir une politique de tri des déchets, on peut avoir une politique de gestion de l'eau. Bref, ça commence sur le terrain et puis ça se poursuit au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Je crois qu'il y a une mobilisation aujourd'hui. Je n'ai pas vu le film d'Al Gore, je le regrette beaucoup, mais j'ai assisté à des tas de choses au Canada sur ce point et j'ai été très sensibilisé à cette question. Question, allez-y. Dans ensuite, les questions dans la salle après. Dans un monde mondialisé, gouverner, c'est pas uniquement gouverner en France. Et donc les responsables politiques français, ils ont des responsabilités vis-à-vis des autres pays. Ils ont des influences sur les autres pays. Et justement, comment responsabiliser les responsables politiques français vis-à-vis des problèmes internationaux ? Je précise ma question. Qui est responsable pour le Darfour ? Par exemple, les pays riches n'ont pas à rendre de compte vis-à-vis des autres pays. Ils ont juste à rendre des comptes vis-à-vis de leurs électeurs. Comment responsabiliser les hommes politiques français vis-à-vis des problèmes internationaux ? Je pense au Darfour où personne ne semble être responsable ou à d'autres problèmes internationaux. Oui, c'est vrai que le Darfour est très très absent des préoccupations. Oui, c'est évidemment un sujet fondamental qui d'abord nous renvoie à notre mémoire parce que sans doute faudrait-il se poser dans la question de notre responsabilité historique dans des événements dans lesquels la France a joué un rôle il y a 50 ans et auxquels l'histoire n'a pas encore donné toute sa place. Sur le cas du Darfour, c'est très compliqué parce que la situation là-bas exigerait véritablement la mise en place d'un gouvernement mondial ayant une police capable d'appliquer les choses de façon efficace. Et je pense qu'à 50 ans d'ici, on aura quelque chose comme un gouvernement mondial ou alors on aura une barbarie générale sur la planète, ce qui est peut-être l'hypothèse la plus vraisemblable. D'autant plus que le mot urgence doit être signalé. Je suis entièrement d'accord avec ce que Alain Juppé disait tout à l'heure quant aux priorités. Moi, nous voyons énormément de jeunes venir candidats à nous rejoindre dans la lutte contre la pauvreté. Je rappellerai simplement que les Nations Unies ont fixé comme objectif la réduction de la pauvreté du monde de moitié en 2015 et qu'au rythme où on va, ça sera réduit de moitié en 2165. C'est-à-dire en fait jamais. Donc il y a un vrai mouvement qui est nécessaire pour prendre conscience de l'urgence. Dernier mot, je crois que vis-à-vis d'une situation comme le Darfour ou d'autres situations de ce genre, est en train de naître un début de gouvernance mondiale de la sanction
par l'émergence d'un système juridique mondial et en particulier d'un tribunal pénal international. Et le fait que les dirigeants de différents pays, évidemment d'abord de la Serbie, puis ensuite de l'Irak où c'est une situation très différente, ou de ce qui s'est passé au Libéria, soient maintenant soumis à un tribunal pénal international, va créer progressivement, peut-on l'espérer, un mécanisme de sanction qui permettra de réduire ce genre de tragédie. Erza, oui. Le micro. Je trouve que cette question est extrêmement importante. Et j'ai assisté aujourd'hui à quelques réunions ce matin, Madame Royal, etc. Mais il n'y a absolument aucune conscience du monde extérieur. Je n'ai pas j'ai pas entendu de questions sur le monde extérieur. On vient d'aborder avec le Darfour et l'environnement. Mais donc, je pense que cette question est extrêmement importante. C'est-à-dire, on n'a pas une vision de l'engagement de la France dans le monde extérieur. C'est-à-dire, on choisit des cerises comme ça quand on veut et quand ça nous arrange. Je prends un seul exemple. On s'est beaucoup agité dans l'affaire récente de la guerre israélo-libanaise. Bon, c'était très important qu'il y ait eu un cessez-le-feu, qu'il y a eu une force envoyée, la France a pris le leadership, etc. Mais pendant toute cette période, je pense que je n'étais pas le seul de penser qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui meurent littéralement tous les jours au Darfour, au Rwanda, et même, si je remonte un peu dans l'histoire, les Balkans, même dans les Balkans, il fallait absolument les États-Unis qui viennent dire, bon, il faut faire quelque chose dans votre propre jardin. Et c'est très difficile. Je suis tout à fait d'accord avec Alain quand il dit la politique est importante, elle peut donner plus que l'inflexion ici, plus que l'inflexion là, on peut décider, etc. D'abord, les gens attendent, les citoyens attendent qu'on résout leurs problèmes. Ce n'est pas, ils s'en fichent si c'est un métier qui est beau, qui n'est pas beau, qui a des problèmes comme les autres, etc. Donc, je pense que c'est pas ça. Les gens attendent, et puis ils sont jugés sur les résultats, parce qu'il y a des élections dans les démocraties. Et aux élections, on présente le bilan. Et voilà, donc on sort ou on reste. Donc il y a des résultats qui sont exigés. Et je pense que les hommes politiques ont peut-être perdu le sens qu'ils sont là pour résoudre des problèmes. Donc il y a ça, et il y a l'engagement dans le monde extérieur. Et je trouve qu'une des conséquences de ces dernières années, c'est la France a tendance à se replier de plus en plus sur elle-même. Pas d'accord, dit Alain Juppé. Je ne partage pas pour une fois du tout rapidement, parce qu'ensuite je voudrais que la salle puisse poser des questions. Oui, je vais m'arrêter là, ça serait un autre débat. Je ne partage pas ce point de vue. Je trouve que la France est très présente, qu'elle a une ligne en matière de politique étrangère, qu'elle l'a suivie sur l'Irak et dans tout l'arc de crise qui va de la Turquie jusqu'à l'Afghanistan. Je trouve que sa position dans le conflit libano-israélien, qui n'était pas un mince conflit, qui aurait pu provoquer une déflagration mondiale, a été impeccable, à la fois par son audace et par sa perspicacité. Je trouve que sa position sur l'Iran est la bonne position, et ainsi de suite. Je crois que la France a vraiment une politique étrangère. Je voudrais simplement rappeler que, évidemment, elle ne peut pas se porter sur tous les fronts. Un de mes éléments de fierté, puisqu'on parle beaucoup des hommes politiques, tu as raison, on se moque pas mal des pulsions ou des états d'âme des hommes politiques, c'est pas ça le problème. Enfin, un de mes éléments de fierté, et je le dis parce que je sais que c'est quelque chose qui a été très contesté, c'est d'avoir envoyé les soldats français dans le cadre de l'opération turquoise au Rwanda, parce que ça a un peu limité les effets de cet abominable drame qu'a vécu le Rwanda. Donc tu vois que parfois, on arrive à faire des choses aussi dans la politique étrangère. Alors, maintenant, il nous reste environ un quart d'heure à être ensemble. Je vais vous proposer de prendre la parole. Monsieur, on va vous tendre un micro, je suppose. Voilà, si vous pouvez vous présenter, vous levez. Et de toute façon, bonjour, voilà, Jacques merci. Cartier. J'aurais deux questions, si vous le permettez. La première, on est dans le cadre de la Cité de la Réussite. Et depuis 3 jours, on parle de responsabilité. Le panel des jeunes qui sont sur cette tribune sont essentiellement ou quasi essentiellement issus des grandes écoles, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, je vous rassure. Mais est-ce que ça voudrait dire
que dans l'inconscient collectif, la réussite passe forcément par les grandes écoles, et auquel cas, qu'est-ce qu'on fait du reste de la jeunesse? Alors, vous voulez que ce soit un des jeunes qui réponde ou pas? Attendez, il va vous répondre tout de suite. Répondez tout de suite, allez-y. Donc c'est vrai que l'essentiel des étudiants ici sont issus de grandes écoles de commerce, mais issus de grandes écoles de commerce ne veut pas dire forcément issus de milieux favorisés. Et on a eu tout à l'heure Aïssata qui a pris le talent des cités, pardon, donc qui a été une des gagnantes du talent des cités. Et pas mal de gens ici sont issus aussi de plusieurs milieux. Et effectivement, la réussite passe aussi par les grandes écoles, même si voilà, aujourd'hui on est à la Sorbonne, mais bon. Voilà, on pourrait, oui, allez-y. On pourrait aussi faire un reproche au panel, c'est qu'il n'y a pas parité. Mais de la même manière qu'il n'y a pas parité en vie politique, il n'y a pas parité dans la représentation. Oui, je vous réponds quand même tout de suite, monsieur. Moi, je suis étudiant à Paris 6, Pierre et Marie Curie, c'est une université, une fac. Voilà, donc je ne suis pas issu d'une grande école. Il faut savoir que les étudiants qui viennent ici sont des étudiants motivés. On envoie, je peux vous le dire pour avoir travaillé pour l'organisateur de la Cité de la Réussite, CHK, on envoie des informations, on envoie les programmes un peu partout, on les envoie dans les facs, on les envoie dans les grandes écoles. Après, c'est aux étudiants de se saisir de cette opportunité qui leur est donnée. Alors, Jacques Attali, et ensuite une question. Il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, malheureusement dans la société française, toute classe politique confondue et tout gouvernement confondu, nous avons assisté depuis 30 ans à un formidable recul de la mobilité sociale en matière de réussite. Il est aujourd'hui à peu près 4 fois plus difficile à un enfant de classe défavorisée qu'il y a 30 ans d'accéder à une grande école. Il y a à peu près 4 fois plus d'argent dépensé par étudiant de grande école que par étudiant d'université. Et le processus de reproduction de l'élite n'a jamais été aussi fort aujourd'hui dans la société française, au point que la réussite pour ceux qui viennent de milieux dits défavorisés passe souvent trop, soit par des métiers extérieurs qui sont soit liés au sport, soit liés au spectacle, soit à d'autres métiers, soit des façons plus brutales de s'exprimer. Mais la société française aujourd'hui souffre terriblement du gaspillage extraordinaire des élites qui pourraient surgir des milieux défavorisés. Alors, j'ai une question. Oui, allez-y, allez-y. Je me suis souvent interrogé comment est-ce que, en regardant la France, un pays que j'admire énormément, comment est-ce qu'une société qui est tellement dédiée à l'égalité, d'ailleurs, c'est probablement en France, de toutes les sociétés capitalistes ou démocratiques, on parle de l'égalité le plus, et qui a créé un système d'enseignement supérieur qui est devenu, comme tu viens de dire, si inégalitaire. Et on ne voit pas dans quelle manière ou comment, dans un avenir proche ou même lointain, ça pourrait changer. Merci beaucoup. Je vais demander à Madame Catherine Tasca qui a voulu prendre le micro. Oui, je voudrais évoquer un sujet qui n'est pas venu du tout dans nos débats, c'est celui de la montée des communautarismes. Alors Alain Juppé et Ezra Suleiman, vous connaissez bien 2 pays où le communautarisme existe fort, les États-Unis et le Canada. Je voudrais vous demander, selon vous, est-ce que c'est un élément positif pour ces pays ou non? Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que vous pensez qu'en France, les communautarismes seraient compatibles avec la République? Alain Juppé. Merci, madame. Juste un petit mot sur le débat précédent. Je souscris totalement à ce qu'a dit Jacques Attali et à ce qu'a dit Ezra Suleiman sur l'inégalitarisme de notre système de reproduction des élites. Je voudrais quand même rajouter que être élève d'une grande école ou d'une grande université, c'est pas mal non plus, hein, pour ceux qui sont là, pour essayer de les réconforter un petit peu. Sur le communautarisme, ça a été un de mes sujets principaux de réflexion dans l'année que j'ai passée là-bas. Parce que je suis arrivé avec une idée toute simple, ça marche mieux au Canada que chez nous.
Et grâce au modèle communautariste, on respecte mieux l'individu en tant qu'il est membre d'une communauté. Ça favorise la politique d'immigration, la politique d'intégration, etc. Tout baigne dans l'huile. Après un an, j'en suis un peu revenu. D'abord, en ce qui concerne la politique d'immigration, elle est radicalement et depuis longtemps différente de la nôtre. D'abord, il y a peu d'immigration clandestine. Je parle du Canada, je ne parle pas de l'Amérique du Nord. Il y a peu d'immigration des États-Unis, pardon. Il y a peu d'immigration clandestine. C'est plus difficile de franchir le Pacifique ou l'Atlantique que le détroit de Gibraltar. Et deuxièmement, l'immigration officielle est sélectionnée, strictement sélectionnée sur des critères de qualification professionnelle. Et il est plus facile d'intégrer un bac+5 que quelqu'un qui n'a aucun diplôme. Donc ça permet de mieux apprécier cette... Deuxièmement, sur l'intégration maintenant. Alors là aussi, le communautarisme, à quoi ça mène? Je vais citer 2 ou 3 exemples. Premier exemple, quand j'arrive là-bas, grand débat en Ontario, est-ce qu'il faut accepter que la communauté musulmane s'applique à elle-même la charia pour régler les conflits familiaux? Il y a un juge d'Ontario qui dit « pourquoi pas, c'est conforme à la Charte des droits et libertés fondamentaux des Canadiens ». Il a fallu qu'il y ait une mobilisation des associations féministes, des associations de droits de l'homme pour dire « stop, qu'est-ce que c'est que la charia ?» Deuxième exemple, la Cour suprême du Canada autorise les Sikhs à porter à l'école le petit poignard rituel qui s'appelle le kirpan. On va à l'école avec un petit poignard. Troisième exemple, faut-il ouvrir des salles de prière dans les universités ou les écoles de Montréal, comme le demande un certain nombre d'étudiants. Bref, je fais court là-dessus. Ceci a amené un jour un grand journal de Montréal à lancer un appel à ses lecteurs qui se terminait de la manière suivante. Ne devrions-nous pas nous inspirer du modèle français de la laïcité pour éviter les débordements du communautarisme au Québec et au Canada? J'ai trouvé cette question extrêmement intéressante et importante parce que à quel moment faut-il arrêter le communautarisme pour respecter un certain nombre de valeurs communes qui définissent l'idéal de la nation, que ce soit l'idéal républicain ou un autre? Je crois que, pour faire simple, le modèle français reste pertinent. Et je ne suis pas favorable à ce qu'on bascule dans ce qui n'est d'ailleurs pas un modèle à proprement parler, parce que c'est plus compliqué que cela. Je crois que le défaut du modèle français, c'est qu'il promet l'égalité et qu'il offre la discrimination. Et donc, il ne faut pas le sacrifier dans ses principes. Il faut lutter contre les discriminations et engager des programmes de véritable accès à l'égalité des chances pour faire en sorte que le système fonctionne mieux, y compris d'ailleurs dans la vie politique et dans le monde politique. Voilà un peu, si vous voulez, la réflexion que j'ai tirée de cette expérience. Pour les États-Unis, Erza. Je pense que Catherine a posé une vraie question qui va beaucoup préoccuper ce pays dans les années à venir. D'abord, ce que tu as dit sur l'immigration est absolument juste. Et il y a une leçon dans une immigration choisie, dans le cas du Canada et dans le cas des États-Unis, parce que, d'ailleurs, plusieurs analystes ont déjà évoqué ce problème. Si la France ne passe pas ou ne change pas sa politique d'immigration, tous ceux qui seront susceptibles de venir ici, c'est-à-dire des pays de l'Est, des gens qualifiés, des gens qu'on voudrait être utiles, parce que la France aura besoin des immigrés, ça c'est évident, iraient ailleurs. Et ça serait trop tard. D'ici 10 à 20 ans, tous ces gens qualifiés, ils ne vont pas attendre à frapper à la porte de la France, ils vont aller au Canada, en Australie, aux États-Unis, etc. Ça, c'est clair. C'est vraiment, il y a des études là-dessus qui montrent. Alors, pour ce qui concerne l'intégration et le communautarisme, d'ailleurs, le mot communautarisme n'est pas vraiment employé aux États-Unis. Certainement pas. On dit qu'il y a des communautés, bien sûr. Vous allez dans n'importe quelle ville, il y a Chinatown, il y a Little Italy, il y a etc. Mais dans toutes ces villes, moi je suis frappé par une chose, qui est le patriotisme dans un pays dit communautariste est infiniment plus élevé que dans un pays où il n'y a pas du tout, où on recuse le communautarisme comme la France. Et ça, c'est quand même un paradoxe. Pourquoi est-ce que ces gens venant un peu partout dans le monde, ayant leur propre communauté, ayant un pied dans leur communauté et un pied dans les valeurs des États-Unis, qu'ils partagent entièrement d'ailleurs, la question reste comment intégrer, comment assimiler.
Et je suis un peu en désaccord avec Alain parce que je pense que la France est obligée de faire quelque chose, je ne dis pas quoi, elle est obligée de faire quelque chose parce que la situation de l'invocation incessante et constante des hommes politiques de dire nous sommes une république laïque et avec l'égalité, en fait, le mot ne suffit déjà pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour intégrer une communauté qui ne va pas disparaître, qui ne va pas aller ailleurs et qui est au sein de la société? Et je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de réflexion sur ce problème, parce que si on veut un pays démocratique, il faut absolument que l'intégration soit faite et soit faite bien. Alain Juppé, puis Jacques Attali après. Plus pour l'intérêt de la conversation, je dirais que je suis en radical désaccord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, il y a une société qui est en train de courir à la catastrophe, c'est la société américaine, parce qu'elle est, sur la base du communautarisme, en train d'évoluer dans deux directions qui vont détruire les États-Unis, qui sont la fragmentation linguistique, avec une domination de l'espagnol sur l'anglais, et vers une domination théocratique par le communautarisme religieux. Et ça nous ramène d'ailleurs, à mon avis, ce qui est le fondement de l'État, et en particulier dans la société française. Je crois que l'État a deux fonctions prioritaires qui resteront, même si d'autres disparaissent. Premièrement, assurer la laïcité, sans laquelle il n'y a aucune communauté possible de parole. Et deuxièmement, faire l'apprentissage d'une langue unique commune, qui soit l'obligation de parler la même langue, d'apprendre la même culture, et de faire en sorte que la nation puisse exister sur le vivre ensemble, qui est la langue et la laïcité. Sans cela, la nation n'existe plus. Alors, réponse et ensuite Alain Juppé. Je comprends absolument cette vision française. Ça ne s'applique pas aux États-Unis. Alors, pourquoi? C'est une question, on ne va pas donner une réponse ici, mais ça ne s'applique pas. Le fait est que, comme tu sais, tu peux passer ton permis de conduire, tu peux voter en espagnol ou en anglais aux États-Unis. Ça ne semble pas déranger personne. Bon, peut-être en France, c'est impossible et pas envisageable. Et je ne vous demande pas de l'importer, ce n'est pas ça. Deuxième chose, sur la laïcité. Il est vrai qu'aujourd'hui, la religion aux États-Unis est dans la politique. Mais c'est très différent de dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Parce qu'il y a aux États-Unis. D'ailleurs, il y a des choses qui seront absolument impensables aux États-Unis, qui se font en France. Par exemple, l'aide de l'État aux écoles religieuses. Aux États-Unis, c'est impensable, impensable. Regarde l'argument sur la prière à l'école. Interdit par la loi et par la Cour suprême. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que tu ne la viens de présenter. Alain Juppé. Deux mots simplement. Le modèle américain dont Ezra nous décrit les aspects positifs, c'est aussi combien 12 millions de Mexicains sans papier. Donc ça prouve qu'il y a aussi une petite difficulté. Il n'y a pas que la France qui est confrontée à des problèmes. Deuxièmement, aucun modèle n'est totalement pur. Et quand on oppose communautarisme et modèle républicain, c'est un peu absurde. En France, et tu viens de le dire, la laïcité, ce n'est pas l'ignorance des religions. C'est la reconnaissance de toutes les religions, sans donner à aucune d'entre elles une espèce de primauté par rapport aux autres. Et je ne développe pas sur ce point. Je voudrais simplement terminer sur cette affaire-là, sur cette question-là. Un des grands débats, me semble-t-il, un des grands problèmes, un des grands enjeux de la société française dans les prochaines années, ça va être notre capacité à faire naître un dialogue interculturel et interreligieux entre les différentes communautés françaises et entre les différentes religions françaises. Je parlais tout à l'heure de mon blog. Ce qui m'a frappé sur mon blog-notes, c'est la violence, aujourd'hui, dans une partie de l'électorat, je ne les généralise pas naturellement, de la réaction anti-musulmane et anti-arabe dans notre pays. Et ça, c'est fermant
de vraiment graves difficultés dans la société française. Il faut aujourd'hui que nous fassions admettre que l'islam est une religion de France qui mérite le respect comme les autres religions de France et que nous arrivions à nourrir un dialogue interreligieux et interculturel qui favorise l'humanisme et la modération au détriment de tous les fanatismes. Merci beaucoup. Alors, voilà, pour évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Thierry Guerrier, on est toujours un peu frustré, on aimerait bien continuer, mais je sais que les uns et les autres, vous avez des obligations. Avant que vous partiez, je voudrais que vous accueilliez, que vous applaudissiez ceux et celles qui ont organisé la Cité de la Réussite, avec à sa tête Sylvain Kern, qui va sans doute venir nous rejoindre. Sylvain, s'il est par là, parce qu'ils ont fait un boulot assez formidable depuis beaucoup d'années, beaucoup de jours. Voilà, Sylvain et toute son équipe avancée. Et à chaque fois, c'est un modèle, c'est un lieu unique de démocratie. Merci beaucoup à la Cité de la Réussite et à Sylvain et à toute son équipe. Merci à vous tous, à bientôt.